Bonjour et bienvenue à Mediapart pour parler d'un livre de Jean Stern. Jean Stern, bonjour. Bonjour. Qui s'appelle Mirage gay à Tel Aviv. Donc Jean Stern, vous êtes journaliste, vous avez été à Libération, à la Tribune, maintenant vous vous occupez de la chronique d'Amnesty International. Ouais. Ce que je trouve remarquable dans ce livre, c'est que c'est une enquête journalistique, à la fois enquête de terrain, mais aussi, on peut dire, une forme d'enquête intellectuelle sur en fait ce qu'est devenu Tel Aviv d'un point de vue marketing depuis vingtaine d'années. Alors pour situer un peu, Tel Aviv est présenté comme un paradis, un lieu de villégiature pour les homosexuels de tous les pays pour venir en Israël. Et vous, j'imagine que le point de départ de votre enquête, c'est qu'il y a quelque chose qui vous choque. Et ce qui vous choque, c'est double en fait. C'est à la fois que Tel Aviv est présenté comme un lieu formidable pour les gays israéliens d'abord, mais de tous les pays, alors qu'en Israël, le mariage gay, par exemple, n'est pas reconnu, l'union civile non plus, et je prends des chiffres, par exemple, il y a des chiffres que vous citez, 46% des Israéliens jugent que l'homosexualité est une perversion, et 80% des homo-israéliens se plaignent de discrimination. Ouais. Donc première hypocrisie que vous allez documenter, et le deuxième aspect, et c'est ça qui fait, je pense, le cœur du livre, c'est que vous dites, et là on sent votre écriture, votre parole dans ce livre, qui est de dire reconnaître les droits des gays, c'est bien, mais à côté, il y a les droits des Palestiniens qui sont bafoués à quelques kilomètres de là, et là, ça pose vraiment un problème, il y a une forme de cécité, et si on comprend bien, dans votre écriture, dans votre parole, les droits fondamentaux, vous dites, ne se partagent pas. Et on ne peut pas reconnaître les droits des homosexuels sans reconnaître en même temps les droits des Palestiniens. Absolument. D'autant que c'est les droits des Palestiniens, mais c'est aussi les droits des pauvres en Israël. Il y a beaucoup de phénomènes remarquables dans la société israélienne. C'est pour ça que j'ai voulu faire une enquête de terrain, parce qu'il faut aller la voir de près pour la comprendre. C'est la société du monde où les inégalités sociales se sont le plus creusées ces 20 dernières années, avec le Mexique, si on prend les pays de l'OCDE, c'est-à-dire les pays les plus développés. Donc c'est une société dans laquelle les inégalités sociales se sont creusées. C'est une société dans laquelle il y a des migrants qui arrivent d'Afrique de l'Est, via le Sinaï, qui sont parqués dans des camps de rétention. On l'ignore beaucoup en France, mais le plus grand camp de rétention au monde se trouve actuellement dans le Negev, le désert israélien, avec plus de 7000 migrants. Et puis enfin, bien entendu, il y a la question de l'occupation de la Palestine, dont on fête en ce mois de juin, on fête, si j'ose dire, les 50 ans d'occupation de la Palestine, et qui est vraiment quelque chose que les Israéliens cherchent à faire occulter. Non seulement ils cherchent à faire occulter, mais c'est pas un phénomène qui s'est fait spontanément, naturellement, par l'opération, si j'ose dire, du Saint-Esprit. C'est quelque chose qui a été construit. C'est en ça que c'est intéressant. Israël n'est pas du tout, Tel Aviv n'est pas du tout la seule ville au monde à faire ce qu'on appelle du pinkwashing, qu'on pourrait traduire en français par lave plus rose, ou repeindre le plafond en rose, pour reprendre une expression populaire de notre langage. Beaucoup de pays, beaucoup de villes essayent de se vendre comme des paradis touristiques pour les gays, que ça soit Miami ou que ça soit Ibiza par exemple, pour parler de destinations plus proches de nous. Et Tel Aviv, sa caractéristique, c'est qu'elle l'a conçue comme une opération politique pour changer son image. Et en ça, c'est intéressant. C'est ça que vous racontez bien, c'est que par exemple, quand Ibiza fait du marketing gay, oui, c'est juste pour attirer plus de touristes, exactement, faire davantage d'argent, et voilà. Tel Aviv, il y a une spécificité, c'est faire oublier tout un contexte politique et géopolitique qui nuit à l'image d'Israël. Absolument. Et non seulement qui nuit à l'image d'Israël, mais ça c'est encore des faits objectifs. Il y a une quinzaine d'années, l'image d'Israël était la pire au monde, la pire des pays au monde, juste au-dessus de la Corée du Nord, qui est l'espèce de pays qui est figure de repoussoir aux yeux de l'opinion mondiale. Donc l'image d'Israël était vraiment très très basse. C'est un pays dans lequel les gens n'avaient pas du tout envie d'aller en réalité. C'était un pays dans une zone en guerre, des enjeux obscurs. Il y a toujours plutôt une solidarité internationale dans les opinions publiques à l'égard des Palestiniens, qui ont une image plutôt favorable, quelle que soit la politique par ailleurs de l'autorité palestinienne et du Hamas, mais ont une image plutôt favorable dans les pays occidentaux, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en France, en Italie, en Espagne, etc. Donc il y avait un préjugé favorable aux Palestiniens, et il y avait l'image que renvoyait Israël, qui était l'image d'une société dure, d'une société religieuse, d'une société fermée, et d'une société qui menait une guerre d'occupation en Palestine. Donc personne n'avait envie d'aller s'amuser à Tel Aviv, en dehors des gens qui pouvaient avoir de la famille,
Jordanie éventuellement, ou pour une partie de la population mondiale, notamment les Brésiliens, les Colombiens, les Philippins, les Polonais, des pèlerins catholiques, mais qui n'allaient pas vraiment à Tel Aviv, qui allaient plutôt à Jérusalem, à Bethléem et à Nazareth. Et donc à Bethléem et à Jérusalem, ils étaient confrontés aussi à la réalité de l'occupation. Et puis bon, il faut dire les choses comme elles sont. Un tourisme familial, un tourisme de pèlerins, ça rapporte pas beaucoup d'argent. Quand vous allez dans votre famille, vous ne dépensez pas beaucoup. Quand vous êtes un pèlerin, vous allez dans des pensionnats de bonnes sœurs, vous mangez des ragoûts faits par les bonnes sœurs. Enfin bon, c'est pas non plus des gens qui vont vous faire dépenser énormément. Donc, il fallait trouver pour Tel Aviv quelque chose à vendre. Ce qu'a cherché à vendre Tel Aviv, c'est d'une certaine manière son évolution liée aussi, et c'est en ça que c'est intéressant, à l'hyper-capitalisation qui s'est mise en place il y a une vingtaine d'années à Tel Aviv et en Israël en général, avec la prise du pouvoir par la droite israélienne, par le célèbre Benjamin Netanyahou, qui est toujours au pouvoir aujourd'hui, et qui a mené une privatisation extrême de l'économie israélienne, qui allait à Tel Aviv jusqu'à la privatisation des logements, qui appartenaient pour beaucoup à la centrale syndicale. C'était un système, la Histradout, elle s'appelle, la centrale syndicale, elle s'appelle toujours, et vous étiez en Israël dans un système inspiré du socialisme à l'européenne des années 30 dans l'utopie. Le kibbutz, le syndicat, le parti travailliste, tout ça se liait et on allait vers une sorte de propriété collective. Et donc les logements, beaucoup de logements de Tel Aviv appartenaient au syndicat et donc indirectement les gens étaient locataires du syndicat et tout ça a été privatisé dans les années 80. Et donc ça a créé un boom immobilier à Tel Aviv qui a été accompagné par un autre boom qui était le boom de l'high-tech. Il faut le savoir, Israël a de très bonnes universités, et surtout, Israël a une armée qui s'appelle Tzahal, qu'on appelle Tzahal ici, les forces de défense israéliennes, on dit IDF en Israël, forces de défense qui sont des grands consommateurs d'high-tech, et donc qui subventionnent, au sens propre du terme, l'industrie high-tech israélienne, et qui a permis son grand développement, qui fait qu'aujourd'hui, en Israël, vous avez des labos de recherche de Facebook, de Twitter, de Microsoft, d'Apple, etc., etc. Tous les géants du web sont là, et beaucoup de start-up accompagne à la fois cette industrie high-tech et l'industrie de défense israélienne. Et donc ça a créé beaucoup d'argent, cette privatisation-là, et beaucoup de moyens pour Tel Aviv qui a changé littéralement à la fois son fonctionnement comme ville. Elle est devenue, à partir de 2010, elle se baptise la ville qui ne dort jamais. Et la ville qui ne dort jamais, c'est un slogan qui plaît évidemment non seulement aux gays, mais d'une certaine manière à tous les fêtards. Voilà, exactement. Sauf que les fêtards, avant de les faire venir, il fallait cibler exactement comment on pouvait les avoir. Et là, il y a un deuxième phénomène, alors, qui est assez propre à Israël et que moi j'ai découvert à partir de différents voyages que j'ai fait à partir de 2009-2011 et puis plus ces 2 dernières années au cours de l'enquête que j'ai fait pour ce livre, c'est que est apparue en Israël une très grande visibilité de la communauté homosexuelle à Tel Aviv. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi il y avait tellement de PD à Tel Aviv, pour dire les choses comme elles sont. Et comme je m'interrogeais moi, je me disais c'est quand même invraisemblable. J'allais dans ce pays il y a 20 ans, on rencontrait personne, si ce n'est dans un parc de Tel Aviv, de nuit, des ombres cachées, etc. C'était quelque chose de très tabou. Il n'y avait ni café, ni lieu de rencontre, ni association, ni rien du tout, jusqu'au début des années 90. Donc un passé relativement récent, alors qu'on a connu des mouvements homosexuels en Europe et en France en particulier dès le début des années 70. Donc il y avait un vrai décalage spatio-temporel, on va dire. Et donc, en fait, tout ça est un peu lié au sionisme, en fait, et il faut remonter là un peu plus en arrière, à Ben Gourion, aux dirigeants sionistes, à la fondation de l'État d'Israël, où l'idée des dirigeants sionistes était de combattre d'une certaine manière ce qui faisait l'identité juive, à la fois en Europe centrale et dans le monde arabo-musulman, des juifs qui préféraient la prière, qui préféraient la religion, qui préféraient chanter, surtout dans le monde arabo-musulman, qui s'entendaient plutôt bien dans le monde arabo-musulman avec leurs voisins. Beaucoup de juifs au Yémen, en Irak, au Maroc et en Algérie, évidemment, parlaient arabe. C'était la langue d'échange, la langue de culture pour eux, la langue de la chanson aussi, on chantait en arabe, les grandes chanteuses juives de Constantine ou de Bagdad, absolument, chantaient en arabe. Donc vous aviez cette espèce de volonté de la part des dirigeants sionistes de chasser ça, de chasser ce qui faisait les racines de la culture juive, le livre, la prière, la chanson et tout, pour faire ce que Ben Gourion a appelé le nouveau juif. Et Ben Gourion avait même employé cette expression extraordinaire pour moi, il avait parlé du juif musclé. Il fallait donc viriliser le juif, il fallait le muscler, et pour cela, il y a eu 2 institutions qui sont les institutions centrales
d'Israël tout au long des années 50 jusqu'aux années 60 et 70, qui sont d'une part le kibbutz, cette vie collective, ce travail de la terre, ce mythe sioniste qui disait qu'il faut faire fleurir le désert, comme si les paysans arabes cultivaient pas la terre avant 1948, et puis évidemment l'armée. L'armée, les Juifs étaient connus pour être peu militaires, on va dire, ni dans les pays arabes, ni dans les pays d'Europe centrale. Et pour cause, ils n'avaient pas le droit d'être dans l'armée, ou quand ils étaient dans l'armée, ils se heurtaient à de nombreuses difficultés. L'affaire Dreyfus en est un exemple parmi d'autres. Mais il y a eu des affaires Dreyfus pratiquement dans toute l'Europe à la fin du XIIe siècle. Et donc, ce processus de virilisation, très curieusement, ce processus qu'un rabbin d'ailleurs avait baptisé de manière assez ironique le mal-retour en Palestine et non pas le mal-retour en Palestine. C'était un rabbin qui s'appelle Daniel Bogarin qui avait trouvé cette expression qui m'a bien plu parce que je trouvais qu'elle correspondait à la réalité. D'une certaine manière, ça a produit l'homosexualité au sein même des institutions israéliennes et au cœur de la plus centrale des institutions israéliennes, c'est-à-dire l'armée. Et vous reliez ça à un courant un peu, je ne dirais pas un courant de pensée, mais disons un terme d'observation qui parle aujourd'hui de l'homonationalisme, qui ne concerne pas qu'Israël, qu'on retrouve en Europe, qui est qu'en fait une communauté gay, pouvant se marier, pouvant progresser socialement, pouvant adopter parfois, etc., du coup s'installe dans des valeurs conservatrices jusqu'à aller à un ultra-conservatisme. Et finalement, par un retournement, c'est l'arabe, c'est le musulman parce qu'on sait bien, et ça c'est pas tabou de le dire, que en pays musulman c'est beaucoup plus compliqué d'être homosexuel, il y a beaucoup plus de rejet de l'homosexualité. Et du coup, les gays européens, israéliens, états-uniens, etc., transforment, effectivement, ça devient un homonationalisme, c'est-à-dire quelque chose d'islamophobe où l'arabe est la première personne désignée, le premier adversaire. C'est un phénomène extrêmement intéressant qu'il faut faire un peu remonter, là encore, dans l'histoire pour le comprendre. Le désir de l'arabe, une certaine forme d'orientalisme sexuel, a été au cœur, si j'ose dire, des pratiques gays et du tourisme du gay, d'une certaine forme de tourisme gay. Dans les années 50 et 60, on allait au Maroc, on allait en Égypte, on allait en Tunisie, rencontrer des garçons. Et pour les gays occidentaux, comme pour les garçons de ces pays-là, c'était un espèce de pas vu, pas pris, un peu hypocrite, et qui marchait assez bien. Et finalement, les années 2000, le post-11 septembre a entraîné un double phénomène. D'abord, il faut bien le dire, un raidissement des pays arabes à l'égard de l'homosexualité, un durcissement. Alors, ça ne va pas jusqu'à Daesh qui jette les homosexuels du haut des immeubles dans les villes qu'il occupe en Syrie, mais néanmoins, au Caire, par exemple, qui était une ville très tolérante dans les années 90 à l'égard des homosexuels, des boîtes ont été fermées au début des années 2000, il y a eu des descentes de police dans des boîtes, dans des saunas, on a arrêté des dizaines de personnes, on les a condamnés à 1 an, 2 ans, 3 ans de prison, idem au Maroc, et ça continue encore au Maroc, idem en Tunisie. Donc cette espèce de raidissement du monde arabe s'est accompagné du raidissement des gays occidentaux à l'égard des Arabes eux-mêmes, puisque au fond l'Occident se lançait dans une guerre contre le monde arabo-musulman après le 11 septembre. Et donc beaucoup de gays occidentaux, et c'est un grand paradoxe, parce que le mouvement gay, le mouvement LGBT, on va dire, puisque c'est un peu plus large que gay, est né dans la foulée des luttes de libération des années 70, mais d'une certaine manière, le dernier grand combat des gays, ça a été le combat contre le sida. On vient de le voir avec le film 120 battements de cœur, qui a eu le grand prix du jury, qui a eu la Palme d'Or, mais qui montre bien ce combat collectif des gays. Mais depuis, il n'y a pas eu de combat collectif des gays, ni en France, ni encore moins dans les autres pays. Les seuls combats des gays, c'est des combats pour ma pomme, si j'ose dire, mes droits, mon patrimoine, etc., etc. Et du coup, Israël a accompagné au sens propre du terme ce combat en disant nous on se bat pour les droits des gays, nous on accompagne les gays, nous on reçoit les gays, nous on développe des choses spécifiques pour les gays, et d'une certaine manière en Palestine c'est l'oppression pour les gays sont réprimés, les gays sont harcelés, les gays sont pourchassés. C'est vrai qu'en Palestine, les gays sont harcelés, pourchassés et opprimés. Mais c'est vrai aussi qu'Israël crée les conditions de cette oppression pour au moins 2 raisons. Il y en a d'autres, mais on va donner les 2 principales. La première, c'est que tout simplement, les gays palestiniens sont enfermés, comme tous les Palestiniens, à cause du blocus de Gaza et à cause du mur qui se construit et qui ferme Israël. Donc il y a un seul
point de sortie qui est le pont Allenby vers la Jordanie et le reste du monde arabe et même le reste du monde éventuellement. Donc il y a cet enfermement. Et deuxièmement, Israël utilise les faiblesses de la société palestinienne et notamment son conservatrice notoire. C'est une société familiale, clanique, fermée, où la tribu est finalement le clan et le lieu où on est enfermé. Et quand on est gay ou lesbienne, c'est évidemment terrible d'être enfermé là-dedans. Et Israël fait chanter les gays et les lesbiennes vous décrivez quelque chose de très, très dur. À un moment dans votre livre, vous dites que les grandes oreilles, c'est-à-dire des espions israéliens, écoutent et interceptent des conversations électroniques, et s'ils perçoivent une faiblesse, alors ça peut être une famille qui a un enfant malade par exemple, mais aussi quelqu'un, un jeune homosexuel palestinien qui va se rendre sur une application pour draguer sur Internet ou sur son smartphone, Israël va aller chercher pour et le faire chanter en lui disant si tu collabores pas avec nous, eh bien on va te dénoncer à ta famille, à ta tribu, à tes proches. Et ça c'est quelque chose d'absolument atroce parce que c'est d'un côté il y a ce soi-disant Eden gay de Tel Aviv et en même temps on utilise après ce qui à une époque était jugé comme une abomination. Il joue sur tous les tableaux. Bien sûr, si vous voulez, là il y a un truc. Et alors, en plus, cette position où les gays, s'ils acceptent de devenir collabos, ils peuvent être exécutés par la police palestinienne ou par leur propre famille. S'ils refusent d'être collabos, ils sont dénoncés par la police israélienne et un sort funeste les attend en général. Et c'est terrible parce que, en même temps, Israël condamne les Palestiniens, les gays palestiniens, les lesbiennes palestiniens, à n'être que des victimes, à les présenter comme victimes permanentes. Et les gays palestiniens me disent et disent à la terre entière, on n'est pas seulement des victimes, on est aussi des hommes, on est des femmes, on a le droit de vivre. C'est Israël qui crée les conditions de notre enfermement, comme il crée les conditions de l'enfermement de toute la Palestine. C'est Israël et l'occupation qui créent les conditions de notre oppression, comme pour tous les Palestiniens. Donc les gays palestiniens refusent d'être isolés de la société israélienne, alors qu'Israël fait au contraire tout pour les isoler de la société palestinienne. Et donc c'est un piège qui est absolument atroce. Et je dois dire que c'est vrai qu'il y a des moments où quand on est en Israël et qu'on discute avec des gens, parce que moi je suis français, je fais ce bouquin, j'essaye de raconter, peu de gens ont encore raconté cette histoire, en tout cas chez nous en France, mais même très peu aux États-Unis ou très peu en Grande-Bretagne. Mais c'est vrai que j'ai rencontré beaucoup de gays et de lesbiennes palestiniens, mais aussi israéliens, qui sont absolument révulsés, il n'y a pas d'autre mot, et le mot est faible, par la politique actuelle de leur gouvernement, parce que c'est cette espèce de dégueulis, au sens propre du terme, de bons sentiments frelatés, de marketing, parce que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais Israël met beaucoup d'argent dans l'opération. Oui, c'est-à-dire, pour revenir au début, vous décrivez complètement comment ça a été quelque chose de purement rationnel, ils ne sont pas tombés là-dessus par hasard, il y a eu des réunions, ça a été étudié d'un point de vue marketing, il y a eu des millions d'euros, des dizaines de millions d'euros, pour des campagnes de pub, des campagnes de marketing, faire venir du monde. Oui, avec un très bon retour sur investissement. Tout ça a été décidé au niveau du gouvernement par Tzipi Livni, qui était en 2009 ministre des Affaires étrangères et qui connaissait très bien la réalité d'Israël, puisqu'elle était ancienne agent du Mossad, elle avait été en poste à Paris et à Londres. Donc elle savait parfaitement que ce que les gens pensaient d'Israël dans la réalité de terrain, au-delà évidemment des paroles officielles ou des médias, disons, dominants. Donc elle connaissait très bien et elle a nommé à la tête d'une cellule qu'elle a créée en 2009, qui s'appelle Brand Israël, donc la marque Israël, vendre la marque Israël, un diplomate israélien qui avait été en poste à New York et à Los Angeles, Adi Aharoni, qui connaissait très très bien les règles du marketing politique, qui les avait étudiées aux États-Unis. Et donc, ils ont travaillé là-dessus, et ils ont vraiment travaillé avec l'idée de créer une narration nouvelle, de changer le récit sur Israël, avec des conférences, des débats et des concours de très grandes agences de publicité internationales, Saatchi et Saatchi, entre autres, etc. Donc, si vous voulez, ça a été construit, ça a dépensé de l'argent. Mais il faut reconnaître, du point de vue du retour sur investissement, c'est un énorme succès. En ce moment même, il y a eu la semaine gay à Tel Aviv. C'est l'année dernière, 35 000 personnes qui sont venues, dépensant en moyenne 1500 € par personne. Donc, c'est plus de 50 millions d'euros qui sont rentrés dans les caisses, plus les touristes gays et gay-friendly qui viennent tout au long de l'année passer des week-ends à Tel Aviv. C'est 3h30 ou 4 heures d'avion de Paris. Il y a EasyJet qui y va, ou de Paris, de Berlin, de Londres, etc. Donc c'est assez simple, si vous voulez, d'aller là-bas, quoi. Et alors ça a tellement bien réussi qu'il y a quelque chose qui vous énerve, et c'est une figure qui revient tout au long du livre, c'est que vous vous promenez à Tel Aviv et vous commencez à discuter avec
soit des simples touristes, qu'ils soient israéliens ou étrangers, ou avec des officiels de la ville de Tel Aviv. Et dès que vous commencez à questionner d'un point de vue politique, on vous répond « Ah, c'est compliqué ». Ouais. Et c'est le motif du livre, c'est vraiment « It's complicated ». À chaque fois, Exactement. on essaye d'écarter, et vous citez à un moment, ce qui se exprime, ils disent « Peu importe l'injustice du moment, que les gays peuvent s'éclater Ouais, ». Et c'est ça que Tel Aviv a essayé de Ah oui, faire. et je vais vous dire, en plus, il faut vraiment, pour que les auditeurs comprennent bien, c'est un truc politique. Hein. Le centre gay de Tel Aviv est un centre municipal. Les salariés sont payés par la mairie. La parade gay est organisée par la municipalité de Tel Aviv. Elle est payée par la municipalité de Tel Aviv. Les publicités sont payées par la municipalité, le gouvernement, le syndicat des hôteliers, tout. Donc tout ça est absolument officiel. Et d'ailleurs, les conseillers municipaux de Tel Aviv que j'ai rencontrés, gays, vous disent les chiffres, les détails. C'est une société assez ouverte de ce point de vue-là, la société israélienne. Ce qui est plus frappant, si vous voulez, dans ce que j'ai constaté moi, c'est que, bon, je suis allé une dizaine de fois en Israël pour ce bouquin, mais je suis allé à 2 parades gays en 2014, en juin 2014 et en juin 2016. Et j'ai vu quand même une évolution du discours des gays occidentaux, très nombreux, hein, des Français, des Allemands, des Américains, beaucoup de Danois, etc. Just fun, je viens m'amuser et m'emmerde pas avec la Palestine et avec des histoires, etc. à Israël a raison de mener la guerre contre les Arabes. Et là, j'ai vu l'évolution du discours des gays occidentaux qui accompagne ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire cette poussée de l'homonationalisme qui se traduit d'ailleurs de manière électorale hein, dans les scores, par exemple, du Front National. Une étude du CEVIPOF sur les couples mariés homosexuels français a révélé qu'en 2015, aux élections régionales, 38% d'entre eux, des couples hommes, je précise pas lesbiens, ont voté Front National. Et on a des chiffres à peu près pareils pour le Parti du Peuple au Danemark ou pour le Parti de la Liberté de Geert Wilders aux Pays-Bas. Donc on voit bien qu'il y a une partie de la communauté gay mondiale qui soutient aujourd'hui la droite et l'extrême droite et qui se trouve très heureuse en Israël. Très heureuse, non seulement d'un point de vue touristique strictement, compte tenu des ressources vastes qu'offre Tel Aviv, c'est vrai, on peut passer une semaine et bien se marier à Tel Aviv, ça il ne faut pas nier la réalité, et en même temps d'affirmer une certaine forme de soutien politique, ce qui serait quand même assez nouveau. Et alors ce qu'on voit aussi, vous en parlez, c'est quand même une frange de la société, enfin, des homosexuels israéliens qui eux sont politisés. La plupart sont à gauche, effectivement, et eux n'acceptent pas ce marketing, ce brand Israël. Et pour beaucoup, ils s'exilent. Alors vous citez des chiffres pour l'ensemble de la société israélienne, c'est 50 000 Israéliens qui chaque année sortent du pays, ce qui fait qu'en 20 ans ça fait 1 million de personnes, donc pour un pays de 7 millions d'habitants ça fait quand même beaucoup. Évidemment on n'a pas de statistiques précisant qui est homosexuel dans ceux qui partent, mais vous en trouvez beaucoup, il y en a quand même beaucoup, et notamment vous allez en voir à Berlin, etc. Il y a beaucoup de gays israéliens qui ne supportent plus cette hypocrisie, cette double hypocrisie, à la fois au sein de la société israélienne, mais aussi à l'égard des Palestiniens, qui disent « Allez, j'en peux plus, moi j'arrête, je pars ». C'est un phénomène qui est un peu tabou et qui mériterait une autre enquête d'ailleurs, je trouve. Hein. Mais il y a plus de départs en Israël aujourd'hui que d'arrivées par l'ALIA, qui est la loi du retour, et qui ouvre la possibilité aux Juifs du monde entier de venir s'installer en Israël, y compris d'ailleurs certains gays nord-américains, et j'ai même rencontré des gays australiens qui s'étaient installés en Israël ces 5-6 dernières années. Là, il y a un phénomène qui traverse toute la société israélienne, un peu de désespoir, c'est-à-dire que il y a eu un camp de la paix puissant, il y a eu le mouvement de la paix, il y a eu les femmes en noir, il y a eu côté des gays des groupes extrêmement radicaux, notamment un groupe qui s'appelait Black Laundry au début des années 2000, qui était un groupe à la ACT UP, si j'ose dire, qui menait de l'action directe, qui faisait des manifestations hyper violentes dans le langage, dans l'expression. Ils défilaient nus, ils écrivaient des mots en arabe sur leur corps, ils avaient des slogans radicaux, ils défilaient en prisonniers palestiniens, des combinaisons orange façon tissu plastique très légère, etc. Enfin bref, Black Laundry avait nourri une vraie radicalité de la communauté LGBT israélienne qui a disparu dans son expression publique aujourd'hui. Et c'est vrai, beaucoup de ces gens sont partis à Berlin, sont partis à Londres, sont partis à New York pour essayer d'inventer une nouvelle vie, parce que
la société israélienne leur paraît trop importante. Alors, c'est une grande difficulté pour Israël, c'est un grand tabou dans cette société, parce qu'elle est en train de perdre, au-delà de sa jeunesse radicale, au-delà d'une partie de ses artistes, qui sont aujourd'hui pourchassés et harcelés en Israël, pour beaucoup d'artistes radicaux, au-delà des plus radicaux des LGBT, et là c'est les gays, les lesbiennes, les trans, qui partent effectivement pour eux beaucoup à Berlin, une partie de la jeunesse, c'est-à-dire, j'ai rencontré ici à Paris, beaucoup d'enfants d'Israéliens, j'en ai rencontré à Seattle aussi d'ailleurs, aux États-Unis, enfin, de gens qui disent on ne peut plus vivre en Israël parce que ce pays est trop insupportable. Donc c'est le degré zéro, si vous voulez, de la politique, mais en même temps, ça donne une tendance qui, pour le gouvernement israélien, est très inquiétante. Alors, évidemment, il faut aussi que le gouvernement israélien réfléchisse à ça, réfléchisse à la politique, et j'ai fait un peu ce livre aussi pour ça, c'est-à-dire dire que maintenant, l'espèce de loi du silence sur tout ce qui se passe en Israël, en profondeur dans la société israélienne, on suit l'actualité évidemment, mais on regarde très peu la société israélienne en profondeur. Pour moi, il fallait la briser, et l'angle gay, non seulement parce que moi je suis juif et je suis gay, donc ça faisait une bonne raison de mener cette enquête, disons que j'étais bien placé pour le faire, en dehors d'être journaliste, mais c'était une bonne manière de dire, ben voilà, il se passe des choses en Israël, qui sont des choses qui sont très importantes, qui sont des leçons pour le reste du monde, et qu'il faut regarder dans le détail. Parce que finalement, ça revient, vous appelez ça le post-sionisme, Ouais. c'est-à-dire que le sionisme, on a toujours l'image du religieux ou du colon qui part s'installer dans les territoires palestiniens, mais là, en fait, c'est un post-sionisme que vous dites cool, ouvert, gay, mais toujours israélien. Absolument, absolument, et c'est même fondamental. Dans mon livre, pour ceux qui l'achèteront, je montre une photo d'un conseiller municipal, enfin d'un adjoint au maire, pardon, de Tel Aviv, avec son mari, qu'il a épousé à Toronto, et qui a fait reconnaître ensuite par la Cour suprême son mariage en Israël, mais qui n'a pas pu se marier en Israël, et leurs 3 enfants conçus par GPA en Inde et en Thaïlande. GPA, gestation pour autrui, qu'on appelle en Israël, et c'est très symbolique d'ailleurs, on appelle ça la maternité de substitution. Et là, on voit bien que, au fond, ces gays israéliens, à la fois, ils disent on a joué un bon tour aux boycotteurs, on a joué un bon tour aux ennemis d'Israël, mais aussi par la GPA, par les nouvelles manières de produire des enfants, on rend service au pays, on offre, au sens propre du terme, des enfants à la nation, et je vais mettre une grande capitale au mot-nation. Donc, si vous voulez, là, il y a un phénomène aussi qui est de dire que la question, toutes les questions identitaires qui traversent la communauté homosexuelle et lesbienne à travers le monde, les questions de genre, les questions de maternité, les questions de statut social, les questions de droit par rapport aux autres minorités, les questions d'articulation des luttes, etc., eh ben, c'est des questions qui aujourd'hui, en Israël, sont balayées d'un revers de la main, et qui, aux yeux des leaders gays, et je dis bien gays, je ne dis pas LGBT, puisque c'est les gays dominants, c'est pas du tout les lesbiennes, sont inintéressantes et balayées d'un revers de la main à Tel Aviv, oui. Et vous vouliez dire un mot sur un cinéaste sud-africain dont le film a été boycotté ? Oui, alors c'est intéressant parce que il y a toutes sortes. Il y a eu la semaine gay à Tel Aviv début juin 2017, comme tous les ans. Il y a énormément d'événements, des colloques à l'université, évidemment des parties, évidemment la marche le vendredi pendant le week-end, évidemment toutes sortes de bars, toutes sortes de quinzaines commerciales dans les centres commerciaux, etc., etc. Mais il y a aussi à la Cinémathèque de Tel Aviv, qui est, comme souvent les cinémathèques, un bastion de la gauche, et même de la gauche laïque, on peut le dire à Tel Aviv. Il y a Tel Aviv Fest, qui est le festival de cinéma gay et lesbien. Et cette année, pour la première fois, 5 cinéastes ont refusé de venir. 4 cinéastes et un membre de jury ont refusé de venir. Et très symboliquement, le cinéaste dont le film avait été sélectionné pour l'ouverture du Tel Aviv Fest, le festival gay et lesbien, s'appelle John Trengrove. Il a réalisé un film excellent, d'ailleurs, qui s'appelle Les Initiés, qui est sorti en France dans le courant du mois d'avril, assez récemment. Et ce réalisateur a refusé que son film soit diffusé et a refusé de se rendre à Tel Aviv. Alors, comme le distributeur s'était engagé, je pense que le film a été quand même projeté, mais c'était très intéressant de voir que c'était un réalisateur sud-africain, son film était la séance d'ouverture, et c'est lui qui a dit « Je n'irai pas en Israël parce que je refuse de cautionner le pinkwashing, je refuse de participer à une opération politique », au fond, en utilisant à peu près les arguments que je développe dans mon bouquin, et en disant qu'il ne pouvait pas, lui, comme cinéaste et comme sud-africain, s'engager aux côtés d'Israël. Et c'est intéressant parce qu'on voit bien que la question du boycott aujourd'hui, et notamment du boycott culturel, est une obsession du gouvernement israélien. Il y a des artistes en Israël même
Il y a une loi anti-boycott en Israël même, et des artistes israéliens sont aujourd'hui poursuivis au nom de cette loi. Et évidemment que des artistes internationaux s'engagent, c'est extrêmement important, extrêmement intéressant, d'autant que quand ils sont gays et lesbiens, et qu'ils arrêtent de cautionner cette espèce d'opération Lave plus rose, ce pinkwashing, qui pour l'instant a plutôt réussi à Israël. Et est-ce que justement, on le voit quand même dans certains passages, certains de vos interlocuteurs, est-ce qu'il ne commence pas à y avoir une prise de conscience par rapport à ce pinkwashing, justement? Et justement, un ras-le-bol d'un certain nombre de gays, de lesbiens, israéliens avant tout, mais aussi quand même qui sont la cible de ce marketing en fait à l'étranger pour venir à Tel Aviv, qui se disent mais ça suffit, là on nous utilise et effectivement on veut se servir de nous pour repeindre plus rose une réalité qui est quand même assez sombre. Ben, c'est ce que j'espère, c'est pour ça que j'ai fait ce bouquin et c'est pour ça que John Trenkov a décidé de ne pas aller à Tel Aviv. Donc il y a des signes qui commencent à se manifester et c'est vrai que là je le vois un peu autour de moi dans les réactions à mon livre et tout. Je rencontre des gens qui me disent, un ami qui par exemple m'a écrit, qui m'a dit oh là là, c'est incroyable ce que tu as écrit, j'irai plus jamais à Tel Aviv pour la parade gay. Donc bon, c'est des petits signes parmi d'autres, c'est mon entourage, etc. Mais je pense que oui, il va commencer à y avoir une prise de conscience. C'est vrai qu'aujourd'hui, en France, il y a un mouvement gay et lesbien qui est pratiquement inexistant aussi. Donc il y a très peu de relais, si vous voulez, au niveau communautaire pour porter ce discours et évidemment raconter cette histoire-là, quoi. Merci Jean Stern, merci d'être venu. Merci Je à vous vous. rappelle le titre de votre livre, Mirage gay à Tel Aviv, aux éditions Libertalia. Et merci de nous avoir suivis sur Mediapart et à bientôt.